Bonsoir à tous. Comme d'habitude, on va attendre, pour ceux qui m'ont déjà vu, on va attendre 2-3 minutes avant que tout le monde puisse arriver. Je vois sur mon profil Zoom que je m'appelle Jérôme Uturi. Jérôme Uturi est mon associé. Il a changé mon nom parce qu'il a utilisé mon profil. Je m'en excuse et on se voit d'ici 2-3 minutes. À tout de suite. Ok, eh bien écoutez, on est parti. Il est 18h03 pile, chose promise, chose dite. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je vois que beaucoup d'entre vous sur ce webinaire me connaissent déjà. Bonjour à tous ceux que j'ai déjà pu avoir soit au téléphone, soit que j'ai eu l'honneur de rencontrer et la chance de rencontrer. Donc moi, je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, je suis le président et le fondateur de la société Anomia que j'ai créée avec mon associé Jérôme Uturi qui est actuellement sur nos formations et qui n'est pas là ce soir, mais vous aurez sûrement l'occasion de le rencontrer. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, on n'est pas là pour parler d'Anomia, mais on est là pour parler du développement des cabinets d'avocats individuels. Alors, avant toute chose, je fais un rappel sans cesse, qui est toujours le même, c'est que je suis presque aveugle et du coup, à la fin de ce webinaire, je m'approcherai pour lire vos questions, mais vous étonnez pas si vous voyez le monosourcil mal rasé que j'ai au-dessus des yeux. C'est pas ma faute et je m'en excuse au préalable. La deuxième chose que je voulais vous dire avant de commencer, c'est que je vais beaucoup parler de mes parents pendant ce webinaire. Ils m'en voudront beaucoup a posteriori en regardant possiblement le replay. Mais mes parents ont été pour moi une source d'inspiration et à chaque fois, c'est un peu les pilotes de nos différents tests. Quand on n'était pas sûr qu'il faire et voir si ça marche, mais on essaye sur le cabinet d'avocat de mes parents.
Et vu que mes parents ont un cabinet d'avocats individuel, ils vont beaucoup, beaucoup me servir d'exemple aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous prévenir. Alors aujourd'hui, ce qui va nous intéresser ensemble, c'est de parler des 5 leviers, alors de 5 leviers de développement dédiés au cabinet d'avocats individuel. Je dis 5 leviers de développement parce que des leviers, il en existe beaucoup plus. On a fait un choix qui est purement et totalement arbitraire pour traiter le sujet de ce soir, parce que j'ai pas envie de répéter tout le temps la même chose, mais il y a des choses qu'il faut répéter, et c'est d'ailleurs mon premier point, c'est un point que je répète à chaque webinaire parce qu'il est extrêmement important et assez difficile d'accès. Donc on va diviser ce webinaire en 5 points. Le premier point, ça sera la nécessité d'avoir un positionnement précis. Donc, on verra un petit peu ce que c'est un positionnement, comment on fait pour aller le chercher et pourquoi, pour les cabinets d'avocats individuels, c'est assez contre-intuitif de se positionner, alors que c'est l'un des moyens, voire le meilleur moyen, de réussir à faire un levier de développement extrêmement intéressant. La deuxième chose, on va travailler sur l'encadrement de la relation entre le client et l'avocat. On sait que c'est une grosse difficulté, puisque par définition, vous n'avez pas un effectif qui est important. Vous ne pouvez pas vous reposer sur des counsels, des collaborateurs, des stagiaires, de multiples assistantes, etc. En règle générale, vous allez être 1, 2 avocats associés possiblement, et derrière, vous allez peut-être avoir un collaborateur et une assistante. Donc, on est sur des formats de cabinet d'avocats qui sont petits. Qui dit petit dit extrêmement souple. Ça veut dire que dès que vous avez une idée, dès que vous voulez mettre quelque chose en place, vous pouvez le mettre en place sans perdre de temps. Par contre, le revers de la médaille par rapport à ça, c'est que votre temps n'est pas est forcément limité, et que derrière, les ressources en interne vont être également limitées. Donc, il va falloir choisir ses combats et il va falloir gagner du temps. C'est pour ça qu'on va parler du coup du cadrage entre la relation avocat et client. La troisième partie, ça sera une partie sur la maximisation de la valeur de ses clients. On a des clients qui viennent vous voir, et je suis sûr et certain que chacun, excepté si vous n'êtes pas encore avocat et que vous allez créer votre cabinet, mais chacun a des clients. Que vous soyez individuel ou collaborateur, vous avez déjà eu dans votre vie un client perso. Mais ce client perso-là, finalement, vous arrivez à réaliser de la valeur pour lui, à faire une opération, à aller en contentieux pour un JAF, pour du droit des affaires, pour du taxe, pour n'importe quoi. Mais derrière, on a très peu de travail qui est fourni sur ce client a posteriori de l'opération. On parle souvent de bouche à oreille lorsque vous demandez à un avocat, et je suis sûr que vous allez sourire en entendant ça parce que vous le faites également, pourquoi mes clients viennent me voir et comment viennent-ils me voir, vous allez toujours me répondre le bouche à oreille. Sauf que le bouche à oreille, c'est une vulgarisation de l'esprit et que ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est complètement désorganisé et qui, avec un tout petit peu de travail, vraiment tout petit peu de travail, très peu de moyens financiers, parce que tous les conseils que je vais vous donner vont être gratuits, vous allez pouvoir vraiment organiser cette relation avec le client qui a travaillé pour vous et donc maximiser sa valeur en interne. Donc ça sera un point numéro 3, la maximisation de la valeur de ses prospects. Ensuite, on va travailler sur un canal d'acquisition qui est un canal d'acquisition extrêmement fort pour vous, cabinet d'avocats individuel, et d'ailleurs même pour la majorité des avocats, c'est la recommandation confrère ou consoeur. C'est quelque chose, une fois de plus, qui, comme pour la relation, comme pour la maximisation de la valeur client, va aussi se travailler. C'est pas parce qu'on a eu des copains de fac, c'est pas parce qu'on a des amis qui sont avocats, pas parce qu'on travaille en harpie ou qu'on a un associé, que nécessairement ils vont avoir l'idée de vous envoyer des clients. Généralement, les sources d'acquisition par la recommandation avocat, vous pouvez compter sur 1, 2, peut-être 3 avocats qui fréquemment vont vous envoyer des clients, mais jamais plus que ça et jamais autant que ce qu'ils devraient vous envoyer. Donc, on va travailler sur ce point-là. Et le quatrième point, c'est un point que je n'ai jamais fait, mais qui me paraît super important, c'est la nécessité de mettre des routines en place au sein de son cabinet d'avocat pour faire des actions, que ce soit des actions marketing d'acquisition. Alors, vous aurez bien compris, dans le schéma de ce soir, on ne parle pas d'acquisition client, pas du tout. On parle nécessairement de vente additionnelle, de vente croisée pour les clients qui sont déjà passés par votre société et qui ont déjà bénéficier de vos prestations. Mais par contre, on ne va pas aller chercher de nouveaux clients. Donc, si vous cherchez ça, vous m'envoyez un petit message, vous le mettez dans la conversation. On refera un webinaire spécialisé pour les cabinets d'avocats individuels pour l'acquisition client. Mais en tout cas, ce soir, on n'en parle pas.
Et donc, la routine est extrêmement importante parce que finalement, on a des avocats. Allez, ma mère arrive. Ma mère me dit, ben voilà, moi j'ai envoyé un mail de bonne année à ma base de 800 clients, parce qu'elle est avocate depuis 30 ans au barreau de Nancy. Mais derrière, j'ai eu très peu de réponses. Et c'est là, mais oui, mais une opération, ça se suit sur la durée et ce n'est pas une opération en ce qu'on appelle en one shot. C'est pas parce que tu vas envoyer 800 mails d'un coup à tes anciens clients que tu vas avoir 10 clients, 20 clients, 30 clients qui vont revenir du jour au lendemain en disant ah salut maître Tonti, au fait j'ai un autre problème que ce que tu as traité par rapport à mon licenciement d'un salarié. J'ai aussi besoin de mettre un CSE en place au sein de mon cabinet d'avocat. Au sein de mon entreprise, pardon. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc voilà les 5 points qu'on va voir pour ce soir. J'espère que ça vous convient. Si ce n'est pas le cas, vous avez toujours l'opportunité de vous déconnecter. Et en tout cas, s'il n'y a que certains points qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous déconnecter au fur et à mesure du webinaire. Je ne serai absolument pas vexé. Allez, on est parti, on commence. Alors, le point numéro 1, c'est des 5 leviers de développement du cabinet d'avocat individuel. On va traiter dans un premier temps du positionnement du cabinet. On peut avoir l'impression que le positionnement, il est fait pour les gros cabinets d'avocats, que ce n'est pas pour nous, etc. C'est totalement faux. En fait, moins on est, plus il est nécessaire de se positionner. Et les cabinets d'avocats individuels, à Paris, en région, peu importe où, ont la fâcheuse tendance de devenir généralistes. C'est un raisonnement qui est très simple et c'est un raisonnement qui peut s'entendre, mais qui malheureusement ne s'applique pas. C'est-à-dire, vu que je m'adresse à un panel beaucoup plus large de population, de clientèle, que ce soit des particuliers, des entreprises, dans le domaine du droit de la famille, du droit du travail et du droit immobilier, j'ai 3 domaines d'activité, je m'adresse à des particuliers, à des entreprises, ce qui fait que j'ai un scope énorme de clients qui peuvent venir me voir. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Plus votre scope est restreint et plus vous allez être identifié comme étant l'avocat de référence par rapport à une problématique. Ma mère est avocate en droit social. Avant de faire du droit social, elle faisait également du droit de la famille et du droit immobilier. Donc, mon exemple n'est pas sorti du chapeau, je l'ai pris sur ma mère. Elle me disait, oui, mais moi, je fais ça pour toucher un maximum de clients et que mes confrères, consoeurs et que mes clients puissent me recommander sur l'intégralité de mes activités, ou en tout cas de celles que je maîtrise. Et intuitivement, on peut la comprendre. Vraiment, on peut la comprendre. J'ai un panel qui est important face à moi, mais sauf que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va déterminer un positionnement qui va être restreint, c'est-à-dire sur une typologie de particulier, sur une typologie d'entreprise, dans un secteur d'activité déterminé, pour une opération juridique particulière, on a la faculté, si un marché adressable pécuniairement peut répondre à ce positionnement-là, de faire un marché. Je vais vous donner un exemple concret. Ma compagne actuellement, elle est bientôt avocate et elle est en train, peut-être du fait de ma fréquentation, de réfléchir à possiblement toucher une clientèle extrêmement précise. Elle est élève avocate en droit fiscal et elle est en train de réfléchir à non pas se positionner par rapport à un domaine d'expertise, fiscalité directe, indirecte, internationale, TVA, intégration fiscale, blabla. Elle va se positionner sur une typologie de professionnels. Elle va dire, moi, je suis avocate fiscaliste des architectes. Aujourd'hui, personne ne se positionne de cette façon. Dans beaucoup de secteurs d'activité, on le voit, mais par contre, sur les professionnels du droit qui vont s'adresser à des professionnels autres que des professionnels du droit, et même des professionnels du droit d'ailleurs, parce qu'on peut être avocat d'avocat, derrière, ça n'existe pas. Et quel est le réflexe lorsqu'elle contacte les architectes? Donc là, elle est en pure customer discovery, donc elle contacte les architectes pour savoir quelles sont leurs problématiques, quelle est leur activité, mieux connaître le marché. Et en fait, les architectes trouvent que l'approche est extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être face à un professionnel qui est un avocat, qui connaît leur métier, qui connaît leurs enjeux. Et derrière, vous avez uniquement à maîtriser l'ensemble des aspects ou une partie des aspects qui va pouvoir être intéressant pour ce cœur d'activité. Si on prend l'exemple de l'architecte, il faut maîtriser les sociétés d'exercice libéral, c'est l'ARL, c'est l'ARLU, c'est l'AS, c'est l'ASU, les SPFPL avec éventuellement des holdings. Derrière, ils ont les mêmes problématiques que n'importe quel professionnel. C'est des problématiques de contrôle fiscal, des problématiques de contentieux fiscal, des problématiques URSAF. Et donc, finalement, sur une profession donnée, elle n'a aucune valeur ajoutée par rapport à aucun avocat. C'est-à-dire que tous les avocats qui font du droit fiscal ont la capacité de le faire. Mais le message qui est envoyé à la clientèle
est un message fort. C'est « Je suis avocate en fiscaliste, spécialisée et uniquement dédiée aux architectes ». Je ne sais pas combien il y a d'architectes en France, son travail, ce n'est pas le mien, moi je l'aiguille un petit peu, mais si on estime qu'il y a autant d'architectes que d'avocats, on va dire 70 000 architectes. Sur ces 70 000 architectes, si vous arrivez à viser, je sais pas, même 1% du marché, ça veut dire que vous êtes sur, alors je suis super nul en maths, mais vous êtes sur 700 architectes. 700 architectes à traiter par an. C'est impossible. Un avocat seul ne peut pas traiter 700 personnes par an, à moins d'avoir des process qui soient complètement automatisés, etc. Donc, cet exemple-là, il me sert à vous montrer que le positionnement, c'est extrêmement important, non pas par rapport à votre compétence interne. Je ne doute pas qu'autour de cette table, ou en tout cas, je ne vous vois pas et je ne vous connais pas, mais je ne doute pas que si vous êtes présent, la technique, vous l'avez. Et que peu importe le domaine d'activité dans lequel vous intervenez, vous avez les capacités de répondre aux besoins, on va continuer avec mon exemple d'architecte, d'un architecte sur le droit immobilier, aux besoins d'un architecte en droit de la construction, ce qui va beaucoup plus de soi. Mais également en droit social. En fait, les spécialités de l'architecte en droit social, un architecte a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 salariés. Derrière, il a des problématiques sociales, mais que n'importe quel cabinet pourrait traiter. Sauf que lorsque vous avez un message qui dit ben voilà, moi je m'adresse uniquement aux architectes, immédiatement, il y a un lien qui va se créer avec la personne. C'est-à-dire cet avocat me parle. Il est fait pour moi, il me parle à moi et à personne d'autre. Il ne parle pas aux pharmaciens, il ne parle pas aux avocats, il ne parle pas aux notaires, il parle que aux architectes. Et en réfléchissant ainsi, je suis sûr que votre positionnement vous permettra de doper votre chiffre d'affaires. Et ça, j'en suis convaincu. Alors après, il faut faire bien sûr avec ses affinités, ses forces, ses faiblesses. Est-ce que vous connaissez les architectes? Est-ce que vous savez où aller les toucher? Quelles actions vont-ils les intéresser? Comment leur vendre mes prestations? Est-il nécessaire de faire de la formation? Faut-il que je passe par LinkedIn, par Facebook? Faut-il que j'aille à des salons? Ça, on ne traite pas ça aujourd'hui. C'est vraiment des phénomènes d'acquisition client sur des canaux d'acquisition. Mais réfléchissez à ça. Je vous ai donné l'exemple de l'architecte, mais il y a plein d'exemples qu'on peut donner. C'est juste le placement que vous voulez avoir par rapport au marché. Et ça sera beaucoup plus simple. Alors là, je fais un saut sur la partie 3 qui est la recommandation confrère, mais ça sera beaucoup plus simple, pardon, la partie 4, ça sera beaucoup plus simple d'avoir un confrère qui va vous recommander. À chaque fois qu'il aura un architecte, derrière, il dira, ah ben non, mais attendez, sur ce domaine d'activité-là, le spécialiste d'architecte, c'est maître X ou maître Y. Et vous allez vraiment clarifier vos opérations. Alors peut-être que vous n'avez pas envie de le faire, peut-être que vous dites, bon voilà, moi je ne veux pas travailler avec un seul secteur d'activité, mais si vous allez chercher la rentabilité et la performance, moi je trouve que c'est un bon levier d'acquisition. On a fait des tests sur plusieurs de nos avocats qui s'avèrent être très positifs. Alors on avait quelques réticences, peut-être que vous avez également, c'est que vous avez tous dans votre activité une partie rentabilité, c'est les opérations que vous allez pouvoir faire et qui vont avoir un fort taux de rentabilité par opération, qui sont des activités rentables pour votre cabinet d'avocat, mais vous avez aussi une partie plaisir. Moi, j'ai une avocate avec qui je travaille qui fait du droit fiscal, mais elle aime bien le droit pénal. Donc, 4 jours par semaine, grosso modo, c'est 80% de son activité, elle le fait sur le droit fiscal, et 20% de son activité, elle le fait sur le droit pénal. Parce qu'en fait, c'est le droit pénal qui l'a fait vibrer, et là, elle est en train de bifurquer et d'avoir une double compétence pénale fiscale, où derrière, elle commence à réussir à se positionner un tout petit peu. Après, elle est très très jeune, donc c'est un peu complexe, mais en tout cas, elle commence à aller sur ce chemin-là. N'oubliez pas non plus qu'un positionnement marché ne veut pas dire que c'est ce que vous faites exclusivement. Ce n'est pas parce que vous êtes positionné sur la fiscalité des architectes que si un chef d'entreprise vous est recommandé, tape à votre porte, est un ami à vous, vous ne pourrez pas le traiter. Ça veut uniquement dire que que votre positionnement marché vis-à-vis de l'intégralité des professionnels et des particuliers, ce sera celui-ci. Après, on ne dit pas qu'il faut refuser les autres. Ça, c'est vraiment une chose importante à concevoir. Ok, donc si j'étais clair sur le positionnement, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous les posez à la fin, il n'y a aucune difficulté. Si je pouvais y répondre maintenant, je le ferais, mais je ne peux pas voir comme je vous l'ai dit au départ. Donc du coup, c'est un peu compliqué. On va passer maintenant à l'étape numéro 2. C'est l'étape numéro 2, pour moi, le second levier. C'est un levier qui est plutôt un levier d'économie ou plutôt un levier de process vis-à-vis de votre clientèle. C'est, donc la deuxième partie, je le répète, pardon, c'est encadrer la relation entre avocat et client. Un client, notamment lorsque c'est un particulier ou que c'est une TPE ou que vous avez un dirigeant personne physique en face de vous, il joue à chaque fois le dossier de sa vie. Et quand on joue le dossier de sa vie, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'avoir des informations,
on a besoin de déranger son avocat pour que derrière, on puisse avoir une réponse à l'intégralité de nos questions. Ça, c'est vrai du côté du client. Vous devez vous rendre disponible, être courtois, faire un vrai travail finalement là, de commercial, ou même de psychologue pour certains, parce que finalement, vous savez que le dossier est sur les rails, vous savez que si vous ne contactez pas votre client, c'est qu'il n'y a aucune difficulté et que finalement, la procédure ou l'opération suit son cours. Sauf que pour le client, c'est un peu différent. Le client, comme je vous le disais au préalable, il suit l'affaire de sa vie. Et donc, il y a vraiment une discordance d'intérêt entre ce que veut le client et ce que vous voulez lui donner. Et pour ça, il va falloir rétablir l'intérêt et trouver un équilibre, c'est-à-dire encadrer la relation que vous allez avoir avec chacun de vos clients. Pour vous donner un exemple, j'ai utilisé l'exemple d'une avocate qui a suivi notre formation Boost ce mois-ci. On vient de finir lundi. Et donc, elle est spécialisée sur la GPA. C'est une avocate spécialisée sur la GPA, donc elle travaille beaucoup avec l'international. Elle travaille au préalable pour préparer les parents intention au parcours de GPA. Elle travaille a posteriori pour faire reconnaître la filiation au niveau de l'État français. Et donc, elle avait une difficulté, c'est que ses parents d'intention, qui du coup, eux, pour le coup, jouent vraiment quelque chose de très fort, c'est qu'ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Ils vont vers la GPA, qui est quand même illégale, en tout cas en France. En tout cas, faire une GPA sur le territoire français est illégal. Et donc, du coup, ils décident quand même d'aller à l'étranger parce que leur besoin, leur volonté d'enfant est supérieure à tout. Donc, eux, ils jouent vraiment leur vie, surtout que ça coûte un bras, une GPA. Donc, il faut nécessairement qu'elle les ait souvent au téléphone. Ce qu'elle a réussi à mettre en place, et si vous avez les réponses de ma mère, malheureusement, je ne les aurai pas, mais elle va dire, mais c'est impossible dans mon secteur d'activité, elle a encadré les entretiens qu'elle allait avoir avec ses clients. C'est-à-dire que pour mettre en place une GPA, elle propose 5 entretiens en visioconférence ou en présentiel en fonction de la zone géographique dans laquelle se trouvent ses clients. Et au-delà de ces 5 rendez-vous, derrière, tout est facturé. Et donc, elle demande un paiement avant le rendez-vous. Et je vous promets que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'elle va restreindre l'accès à l'avocat lorsque l'avocat n'a pas besoin d'avoir ses clients. Et pour faire ça dans de bonnes conditions, elle va prédire, entre gros guillemets, aux clients comment va se passer l'opération. Alors, elle va leur expliquer lors du premier rendez-vous. Elle va ensuite leur envoyer un mail récapitulatif pour leur expliquer les degrés de temporalité, avec bien sûr des fourchettes, parce que pour ceux qui font du contentieux, vous devez être là en mode, mais c'est pas nous, c'est des juridictions, mais avec des fourchettes pour leur dire, voilà, la première phase de l'opération, ça va être la détermination de. Alors, la GPS, c'est un super mauvais exemple parce que je ne sais pas, mais par exemple, si on prend un bail commercial que je connais un petit peu mieux, et c'est voilà, pour mettre en place un bail commercial, il va falloir définir 7 étapes pour le cabinet d'avocats. La première étape, c'est rendez-vous client. Deuxième étape, c'est collecte de l'intégralité des documents nécessaires auprès des administrations, auprès du client bailleur, auprès du client preneur, pour pouvoir réaliser le bail commercial. La troisième étape, ça va être la rédaction du projet de bail commercial. La quatrième étape, ça va être l'envoi du projet de bail commercial au client et le retour du client. S'il y a besoin de faire des modifications, dans ce cas-là, on modifie. S'il n'y a pas besoin de faire de modifications, dans ce cas-là, on va programmer une date de signature du bail commercial. Et donc, du coup, là, c'est le closing de l'opération. Donc, finalement, en 5 étapes, ou 5-7 étapes, tout dépend s'il y a des modifications à faire ou pas du tout, en 5 étapes, vous avez réussi à faire votre bail commercial. Vous pouvez dire à votre client, voilà, je sais que j'ai besoin de tant de temps en fonction des DIA, en fonction des autorisations administratives à obtenir auprès de la mairie, la réactivité de chacune des parties. Vous pouvez compter une signature de l'acte définitif de votre bail commercial dans, je dis une grosse saucisse, hein, je ne sais pas du tout, c'est 1 mois et demi ou 2 mois. Et donc, dans 2 mois, vous pourrez avoir votre bail commercial qui sera conclu. À partir du moment où vous donnez de la transparence à vos clients, que vous encadrez les relations que vous allez pouvoir avec eux, vous allez gagner un paquet de temps. Parce que ça veut dire que votre téléphone va beaucoup moins sonner. Parce qu'on sait que lorsqu'il va sonner, le coup de fil sera émis par le client vers l'avocat, ça va coûter de l'argent. Mais parce que derrière, vous lui aurez expliqué avec pédagogie comment l'opération va se passer. Et ça vaut pour le divorce. Alors, pas avec autant d'exactitude, parce que tout dépend les rebondissements qu'il peut y avoir au sein de la relation. Tout dépend des échanges de jeux de conclusion qu'il va pouvoir avoir entre les avocats. Mais en tout cas, vous avez des grandes étapes comme ça qu'il est nécessaire de clarifier pour votre client. Je ne dis pas que ça marche à chaque fois,
Mais si ça marche rien qu'à 50%, vous avez gagné un paquet de temps sur votre semaine. Parce qu'une fois de plus, vous avez peu de temps, vous êtes nécessairement beaucoup sollicité, et donc il faut réduire un maximum le temps d'interaction néfaste, et je dis bien le temps d'interaction néfaste pour vous, parce que le temps d'interaction avec le client, c'est ça qui va vous permettre de maximiser la valeur, donc notre étape juste après, et donc vraiment se concentrer sur la valeur ajoutée au client. Si la valeur ajoutée au client, c'est de vous avoir 3 fois, c'est-à-dire au début pour signer la lettre de mission, au bout d'un mois parce que vous savez que l'opération dure 2 mois, et lors du closing, et ben, là, il faut être vraiment au top niveau, mais ces 3 fois-là. Par contre, tous les coups de fil qui vont être entrants sur la première étape, sur la deuxième étape, sur la troisième étape, quatrième étape, cinquième étape, là, derrière, il faut être intransigeant parce que ça vous permet, vous, de vous concentrer sur d'autres dossiers. Il faut que vous gardiez de la bande passante nécessairement pour travailler sur l'acquisition client. Et donc, tout le temps qui vous est pris alors que vous devriez être en production pour répondre à des choses, pour jouer un petit peu au psychologue et rassurer votre client, c'est du temps que vous ne devez pas passer. Et donc, il faut le minimiser un maximum. Vous ne pourrez jamais le supprimer, mais il faut le minimiser un maximum par des leviers soit financiers, par des leviers soit de transparence à outrance, soit par de la prédiction par rapport à la temporalité de l'acte, ou soit par la facturation qui va être prise en charge. C'est qu'en gros, on facture l'intégralité des appels qui sont mis en place. Donc ça, c'est vraiment super important, c'est encadrer la relation avocat-client, et c'est la même chose pour les honoraires. Hein. Transparence au niveau des honoraires, ça c'est indispensable. Troisième étape, c'est qu'on va maximiser la valeur de ses clients. Alors là, c'est ce que je vous disais en propos introductif tout à l'heure, c'est qu'un client, ça ne doit pas être un one-shot. Un client qui est un one-shot, pour moi, c'est un client qui est perdu. Vous avez, lorsque vous acquérez votre premier client, c'est-à-dire que la personne sait qui vous êtes, elle a un problème qui intervient, elle vous contacte. Là, vous allez rentrer dans une phase qu'on appelle une phase de cycle de vente et qui va arriver jusqu'à la conversion de prospect à client. Lorsque cette personne devient cliente, vous avez déjà fourni un travail qui est énorme. La personne vous a choisi, elle vous a fait confiance, elle vous a donné une opération à réaliser ou elle vous a donné un contentieux sur lequel elle va être soit inquiétée, soit elle va inquiéter quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est vraiment une grosse partie de confiance. C'est-à-dire que vous avez réussi aussi à valider vos honoraires, vous avez réussi à vous faire choisir par votre client. Vous allez réaliser l'opération et malheureusement, beaucoup d'avocats ont cette difficulté-là, c'est qu'une fois l'opération réalisée, derrière, on ne sait pas comment réactiver son client et on ne sait pas quoi faire avec lui. Et ça, c'est une grosse problématique parce que ce que je vous disais au préalable et qui était extrêmement important, sur lequel je me suis un peu attardé, c'est qu'une fois qu'un client vous a choisi et vous a offert sa confiance, s'il n'est pas déçu par l'opération que vous allez réaliser pour lui ou par le contentieux que vous allez traiter, derrière, 60% du travail est fait lors de la signature a posteriori. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on laisse partir un client sans lui donner de nouvelles, sans lui demander s'il a d'autres besoins, sans lui envoyer de la valeur, pas de façon quotidienne, mais de la valeur suivie, et bien derrière, finalement, on le laisse partir dans la nature et on lui laisse l'opportunité d'aller vers un autre confrère ou de recommander un autre confrère ou de vous oublier. Moi, je ne veux jamais qu'on m'oublie. Peut-être parce que je suis arrogant, narcissique ou quoi que ce soit, mais je veux apporter de la valeur à mes clients de façon continue parce que je veux avancer avec eux main dans la main. Et ça, ce que je suis en train de vous dire là, ça vaut pour un particulier, ça vaut pour une entreprise, ça vaut pour une organisation publique, ça vaut pour une association, ça vaut pour un auto-entrepreneur, ça vaut pour une start-up, ça vaut pour tout le monde. Vous ne devez jamais conserver une relation seule et unique, enfin une opération seule et unique avec un client. Une fois que j'ai dit ça, j'ai juste posé les bases, j'ai rien dit. Maintenant, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est comprendre ce qu'on peut faire avec un client. Alors, on parle beaucoup de fidélisation, mais la fidélisation, finalement, c'est un gros mot derrière lequel on arrive difficilement à mettre des actions. La fidélisation, c'est comment moi, avocat, je vais réussir à conserver un lien avec ma clientèle alors que le lien devrait être rompu étant donné que l'opération est finie. J'ai été nommé et j'ai été mandaté pour réaliser un divorce. Le divorce est fini. Je ne dois plus avoir de contact. Enfin, en théorie, juridiquement, l'opération est faite. Il m'a mandaté pour une opération, j'ai fait l'opération. Je ne dois plus avoir de contact avec cette personne. Et là, vraiment, ça devient complexe parce qu'on ne sait pas quoi faire derrière. Et donc, on va pouvoir avoir quatre choses qu'on va pouvoir faire. Il va toujours falloir commencer par la fidélisation. Ça, c'est vraiment la première chose. Je vais vous expliquer comment on va faire. Ensuite, il va y avoir la vente additionnelle.
c'est comment moi, j'ai vendu un divorce à un particulier, comment je vais pouvoir lui vendre une prestation relative, je sais pas, genre en mode à la pension alimentaire, à la prestation compensatoire si elle n'a pas été comprise dans le divorce, à la garde alternée s'il y a des problèmes a posteriori du divorce entre les parents qui se sont séparés, comment je vais pouvoir leur vendre une prestation fiscale aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des enjeux qui sont faits, comment je vais pouvoir les mettre en relation avec un agent immobilier qui va pouvoir potentiellement vendre le bien, le bien indivis. Qu'est-ce que je peux vendre comme autre prestation? Vous pouvez en vendre beaucoup. En fait, c'est des prestations qui sont faites soit par votre cabinet d'avocat, soit par un confrère avec qui vous êtes proche, vers qui vous pouvez renvoyer vos clients. La troisième chose, c'est la vente croisée. Donc là, on rentre vraiment dans ce que je viens de dire au préalable. C'est OK, moi, avocat, je suis spécialisé en droit de l'immobilier, j'opère une opération en droit de l'immobilier pour un de mes clients. Et là, je vais savoir si celui-ci a d'autres besoins ou s'il n'y a pas une opération préalable avant la vente immobilière que je vais réaliser. Dans ce cas-là, j'ai un pote qui fait du droit des sociétés, qui est spécialisé en SCI. Et bien derrière, je vais pouvoir le contacter et le faire venir sur mon dossier. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'à partir du moment où vous arrivez à nouer des partenariats, vous devenez aussi fort qu'un cabinet d'avocats multiservice. Ben ouais, vous avez la possibilité de distribuer du droit des sociétés, du droit fiscal, du droit social, de l'IP-IT, éventuellement du droit de la famille, du droit des dirigeants, peu importe. Donc là, vous étiez seul, vous commencez à être plusieurs, sans la rigueur, entre guillemets, de la société commerciale, sans l'affectio societatis qui devrait nécessairement exister, et sans le choix que vous allez pouvoir faire sur la marque, sur les logos, j'en passe et des meilleurs. Donc là, vraiment, et la dernière chose, pardon, c'est donc fidélisation, vente additionnelle, vente croisée et la promotion. Qu'est-ce que je fais pour qu'un client me recommande? Ce que vous appelez le bouche à oreille. Ça s'organise. C'est des choses qui vont devoir être nécessairement mises en place. Alors, on ne va pas pouvoir tout traiter au sein de ce webinaire parce que sinon, je vous garde jusqu'à minuit et je pense que vous avez autre chose à faire. Mais je vais vous donner un conseil qui est pour moi un conseil gratos, qui est le plus essentiel à faire pour conserver le lien, réussir à fidéliser sa clientèle, vendre des prestations additionnelles, faire de la vente croisée et avoir des clients promoteurs. Ce que vous devez absolument faire, c'est que le jour où l'opération s'achève avec le client, soit que le jugement ou la décision ou l'arrêt est rendu, soit que l'opération définitive est closée, il est nécessaire que vous envoyiez un questionnaire de satisfaction à vos clients. Un questionnaire de satisfaction qui n'est pas fait comme ceux de Darty. Est-ce que nos livreurs ont été sympas? Est-ce que vous êtes satisfait de votre machine à laver? Et est-ce que vous souhaitez, adhérer à la Darty Max? Non, ce que vous devez faire, vous, c'est diviser votre questionnaire en 4 étapes. 4 étapes qui vont être extrêmement importantes. C'est quelle est votre expérience au sein de mon cabinet d'avocat? Alors, après, maximum 2 ou 3 questions. C'est OK, est-ce que vous avez été satisfait de la prestation? Noter de 1 à 10, mettre un commentaire et derrière, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Vraiment 3 questions, un truc extrêmement basique parce que vous allez voir, l'objectif n'est pas là. En faisant ça, déjà, sur cette première étape, vous placez vraiment le client au centre de votre cabinet d'avocat. C'est-à-dire que je ne me place plus comme un professionnel du droit qui réalise des opérations, mais je dis je suis un prestataire de service où mon client est au centre de mon activité et pour pouvoir m'améliorer, comprendre ce qui n'a pas été et lui donner l'impression qu'il est la chose la plus importante pour moi, je lui demande son avis. Ce qui est très très peu fait et encore trop peu fait au sein des cabinets d'avocats. Première chose. Deuxième chose, c'est que je vais lui dire d'accord, pour toi, j'ai réalisé une opération, mais est-ce que tu aurais des besoins annexes, complémentaires, accessoires ou tout autre? Réponse, oui, non, je ne sais pas. Si oui, possibilité d'expliquer son besoin ou sa problématique à l'intérieur du formulaire. Dit comme ça, très honnêtement, le business, c'est simple. Dit comme ça a l'air très bête, mais nous, on a fait notre première formation en mai dernier. On a vendu 3 prestations de conseil sur ce simple formulaire. C'est-à-dire que des avocats ont juste répondu oui, j'aurais besoin d'être suivi par rapport à la vente. J'aurais besoin de mettre en place une stratégie d'acquisition client pour ouvrir un nouveau département en Afrique de l'Ouest dédié au droit du sport. C'est des choses qui m'ont été dites, ça. Parce que j'ai laissé la faculté à des avocats de l'écrire. Donc vous avez exactement la même faculté. C'est que si un avocat, il réalise, je sais pas, pour moi, un pacte d'actionnaires entre moi et Jérôme,
Bah, derrière, s'il me demande si j'ai d'autres besoins, je vais peut-être lui expliquer que mes CGU, c'est moi qui les ai rédigés. Bon, bien sûr, on n'a pas grand-chose sur notre site internet, on ne collecte pas de cookies, etc. Mais peut-être qu'il a quelque chose à regarder. Mes CGV, bon, c'est aussi moi qui les ai rédigés. J'ai un copain qui bosse chez Filial qui m'a envoyé un modèle. Il est repassé derrière, mais bon, je n'ai pas la responsabilité de l'avocat derrière. Ce serait peut-être bien qu'il regarde. S'il ne me le demande pas, je ne lui dis pas. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc première chose, c'est qu'est-ce que le client a pensé de moi. Deuxième chose, c'est OK, j'ai fait une opération pour vous, est-ce que vous avez d'autres besoins? Troisième chose, c'est pourriez-vous un avis public sur ma structure. C'est en gros, le client a été satisfait ou insatisfait de son opération. Derrière, il vous le dit. Il note votre cabinet de 1 à 10 et derrière, il vous met un commentaire, genre en mode de super approche, avocat empathique, compréhensif, disponible, il a une vision business acérée, il m'a permis de trouver des leviers, etc. Peu importe ce qu'il dit. La quatrième étape, c'est la recommandation. Et ces deux dernières étapes sont vraiment les plus importantes. C'est l'avis qui vous permettra d'obtenir de la réassurance. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant que beaucoup de gens regardent les avis, que ce soit pour aller au restaurant, chez le coiffeur, chez l'avocat. C'est pareil. Ce pas les mêmes opérations, ce pas les mêmes prestations. Mais en tout cas, on a toujours ce réflexe-là de voir quels sont les avis qui ont été donnés sur un avocat. Et la quatrième chose, c'est la recommandation. C'est OK, vous, particulier, vous, chef d'entreprise, vous, entreprise, personne morale, j'ai réalisé une opération pour vous. Citez-moi 3 personnes que je pourrais contacter de votre part. Je vous promets que ça marche. Les gens adorent recommander. D'ailleurs, je ne sais pas, mais faites le test si vous ne croyez pas, parce que c'est un test qui est très simple à faire. Demain, vous sortez dans la rue, vous demandez à n'importe quelle personne où elle pourrait aller chercher le meilleur pain. Vraiment à proximité. Vous êtes à Paris, vous êtes n'importe où, vous dites OK, excusez-moi madame, ce soir j'ai un dîner très important, un déjeuner plutôt, parce que couvre-feu ça peut peut-être être mal vu, mais j'ai un déjeuner super important, est-ce que vous pourriez me recommander la boulangerie la meilleure du quartier? Je vous promets qu'on le fera. Parce que derrière, les gens aiment recommander. Ça veut dire que vous allez lui demander son avis, qui va vous aider à réussir à faire quelque chose, et qu'enfin, ça va bénéficier à la troisième personne. Tout le monde est gagnant dans cette opération-là. Et derrière, c'est une simple demande. Si la personne veut laisser la case vide parce que c'est sur un questionnaire et que vous n'êtes pas en face à face avec lui et que ça ne crée pas de situation gênante, il laisse la case vide. Nous, depuis qu'on l'a mis en place, moi j'ai mis du temps à le mettre en place, je l'ai mis en place sur la première formation de septembre. Donc il y avait déjà 3 formations qui étaient passées au préalable, et là c'était la 4e formation. On avait 12 personnes sur la formation Boost en septembre, j'ai eu 36 noms. Chacun a mis 3 noms. Peut-être que j'aurais dû dire 4, peut-être que j'aurais dû dire 5, et j'en aurais eu beaucoup plus. Mais en tout cas, chacun a mis 3 noms d'avocats que j'ai pu contacter sous la recommandation de maître X, maître Y, maître Z. Et ça m'a permis d'avoir des gens, des avocats sur ma formation d'après ou sur la formation encore d'après, ou en tout cas de me faire connaître. Et c'est comme ça que Anomia maintenant fonctionne à 90% via la recommandation. Moi, je fais très peu d'appels de gens que je ne connais pas. C'est soit des gens qui nous suivent via Facebook, via LinkedIn, on ne fonctionne pas avec Facebook ou très peu, mais c'est des gens qu'on voit au quotidien et avec lesquels on a envie d'échanger. Mais 90% des inscriptions sur nos formations sont réalisées par des avocats qui étaient là au préalable et qui ont recommandé d'autres avocats. Donc honnêtement, essayez de faire le test, c'est extrêmement simple. Alors maintenant, je vais vous parler concrètement comment on fait ça. Concrètement, c'est extrêmement simple. Chacun a Google, chacun a Gmail. Vous allez sur l'encart en haut à droite avec les 9 petits carrés là sur Gmail. Vous allez sur un truc qui s'appelle Google Form, F-O-R-M, et vous avez la possibilité de créer des questionnaires gratuits que vous allez pouvoir envoyer à vos clients après chaque opération. Nous, on fonctionne toujours avec ça. C'est quelque chose qui n'est pas design, c'est moche. Vous n'avez pas beaucoup de possibilités de designer, de mettre des vidéos, des photos, etc. Mais peu importe, ça doit être quelque chose qui est simple. Parce que quelque chose qui est moche et qui est simple et qui marche, ça vaut mieux de quelque chose qui est beau et qui ne marche pas. Vous n'avez aucun investissement à faire. Un simple questionnaire rapide, ça vous permet derrière de vraiment dropper votre activité. Et je ne vous raconte pas de saucisse, moi, c'est comme ça qu'on fonctionne. Enfin, en interne, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et vous pourriez dire que ça marche uniquement pour les sociétés commerciales, mais pas pour les avocats directement. Nous, c'est la première chose qu'on fait faire à nos clients. Lorsqu'on travaille sur la capitalisation des clients existants, sur le cross-selling, sur l'upsell, enfin, la vente croisée et la vente additionnelle, on commence toujours par ça. Parce que ça nous permet d'avoir les retours des clients, ça nous permet d'avoir des gens à contacter et ça nous permet de connaître leurs besoins.
Des fois, vous êtes assis sur des mines d'or, en fait, et si vous ne demandez pas à vos clients de vous donner les informations nécessaires pour pouvoir finalement euh, aller piocher à l'intérieur de la mine et sortir les pépites, ben, en fait, vous ne le faites pas. Donc ça, c'est vraiment super important. C'est un questionnaire à mettre en place. Et derrière, surtout, enfin pas surtout, surtout c'est le questionnaire. Et derrière, a posteriori, il faut garder le lien avec vos clients. Pour garder le lien avec mon client, on fait des choses extrêmement simples. C'est que je finis une opération avec un client, je lui envoie mon questionnaire. 10 jours après, je me programme soit un rappel pour l'appeler au téléphone, soit un mail pour lui dire bonjour Maurice, vous n'avez pas répondu au formulaire, ce serait vraiment bien que vous le fassiez parce que c'est grâce à vous que, que vous allez permettre d'améliorer mon activité en interne. Vous programmez 2 mois après, et ça, vous faites tout dans votre agenda. Tout doit être écrit dans votre agenda parce que ce qui n'est pas dans l'agenda, ça n'existe pas. Il faut vraiment libérer la charge mentale. 2 mois après, vous vous dites, ben voilà, je me mets un rappel pour pouvoir rappeler cette personne-là et pas lui vendre quelque chose. Simplement lui demander comment elle va, comment elle se porte, etc. Et au fur et à mesure de la conversation et des appels que vous ferez comme ça, vous pouvez en prévoir 6 par an pour un client. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est que 6 fois par an, on appelle nos clients, c'est le minimum. C'est parce qu'on estime que c'est normal, ils ont fait confiance. D'ailleurs, on veut savoir comment ils vont, on veut savoir ce qu'ils appliquent au sein de leur cabinet, on veut savoir s'ils ont d'autres besoins, on veut savoir s'ils ont parlé de nous à d'autres avocats, etc. Mais il ne faut pas que vous pensiez que tout est réfléchi, tout est calculé et tout est pécunier. C'est parce qu'on aime les gens aussi. On fait ça parce qu'on aime les avocats, parce qu'on aime les personnes qu'on rencontre. On commence toujours par le premier jour par ce que vous voyez. Au bout de 30 minutes, tout le monde se tutoie à l'intérieur de nos formations. C'est parce que derrière, c'est une relation qu'on crée, qu'on veut créer, et parce que les gens qui travaillent avec nous sont des gens formidables. Et les avocats qui viennent discuter avec nous sont extraordinaires. Ils ont un potentiel de dingue. Nous, ce qu'on veut faire avec Anomia, c'est vraiment rendre le pouvoir aux avocats et le comprennent bien. Et donc, je m'égare totalement là. Et donc, en appliquant des choses vraiment simples qui ne vous coûtent pas d'argent, qui vous prennent très peu de temps, vous avez la possibilité de maximiser les clients qui vous ont fait confiance. Et ça, c'est extrêmement important. Donc franchement, mettez un point de vigilance à faire ça. Si vous avez à retenir 2 choses de ce webinaire, c'est positionnement. Et la deuxième chose, ce sera vraiment le petit questionnaire pour maximiser la valeur de ses clients. Très honnêtement, j'espère que vous le ferez. Si vous faites ce questionnaire-là, essayez de l'envoyer à chaque fin d'opération et envoyez-moi un mail d'ici 3 mois pour me dire Valentin, bah voilà, je t'envoie un petit mail suite au webinaire que tu as fait pour te dire que ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, ça a trop bien fonctionné, pour que derrière, on puisse voir ensemble et gratuitement ce qui va, ce qui ne va pas. Donc franchement, je serais ravi que vous le fassiez. J'espère que vous entendrez ce message. Bon, le quatrième point, donc on a vu le positionnement, on a vu le positionnement, ah oui, le cadrage de la relation avocat-client, on a vu la maximisation de la valeur de ses clients. Maintenant, on va voir le quatrième point qui est le canal d'acquisition, un des canaux d'acquisition extrêmement répandus chez les avocats, c'est la recommandation confrère-consoeur. La recommandation confrère-consoeur, c'est une source d'acquisition qui est énorme pour beaucoup de cabinets d'avocats et notamment pour les cabinets d'avocats individuels. Pourquoi? C'est parce que vous étiez à la fac, vous étiez dans les écoles d'avocats, vous avez travaillé dans des cabinets, vous les avez rencontrés, et derrière, vous gardez des liens qui sont très forts avec eux. Et les avocats vous connaissent parce qu'en fait, ils savent ce que vous faites, comment vous travaillez, et ils comprennent ce que vous faites. Et donc, c'est pour ça qu'ils vous recommandent. Sauf que des recommandations avocats, il faut aller les chercher. C'est-à-dire qu'on doit, faites-le ça aussi, mais recensez tous les clients qui sont venus l'année dernière par la recommandation d'un avocat. Et vous allez vous rendre compte sur qui, entre guillemets, vous pouvez compter, ou que vous pouvez compter en tout cas comme canal d'acquisition confrère. Ça, c'est extrêmement important pour 2 raisons. C'est-à-dire qu'il y a des confrères avec qui il ne faut jamais s'embrouiller. Si on vous envoie 10 clients par an qui vous rapportent chacun 5 000 euros, ça veut dire que votre chiffre d'affaires est issu de 50 000 euros par le confrère qui vous envoie des gens. C'est un exemple caricatural, je me doute que ce n'est pas le cas, mais ça existe dans certains cabinets d'avocats. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on va considérer l'avocat, qui est peut-être un ami, comme un client. C'est comment je vais faire pour resserrer les liens que j'ai avec cet avocat ou ces avocats qui m'envoient des dossiers de façon fréquente ou de façon ponctuelle, mais avec des gros paniers moyens, pour que celui-ci m'en envoie plus ou continue de m'en envoyer. Ça passe par des choses extrêmement simples, comme le questionnaire, ça passe par des rencontres fréquentes,
ça passe par des remerciements, ça passe par un suivi de dossier. C'est-à-dire que moi, si j'envoie un dossier à un avocat et que l'avocat ne me tient pas au courant sur la relation qu'il entretient avec la personne que je lui ai envoyée, s'il ne me dit pas comment ça s'est passé et que derrière, il ne me remercie pas, c'est la dernière fois qu'il a un client. Parce que derrière, moi, j'engage ma responsabilité en recommandant à un de mes amis ou à un entrepreneur d'HEC ou n'importe qui d'aller voir un avocat. Et si derrière, je n'ai pas de transparence et d'information par rapport à ça, je ne vois plus personne. Peut-être que je ne suis pas un bon exemple, mais en tout cas, je me dis qu'auprès d'un avocat, ça doit être la même chose. Ça permet également de rassurer l'avocat qui vous envoie des clients. C'est qu'il recommande son client pour venir vous voir, par exemple, pour une question de droit social. Derrière, il n'a pas nécessairement envie que vous essayiez de vous attribuer le client pour lui vendre des prestations de droit des affaires alors que lui est avocat en droit des affaires. Donc cette transparence permet aussi de rassurer l'avocat qui est prescripteur de clients pour vous. Donc là, vraiment, même relation qu'avec un client, c'est-à-dire qu'on voit les avocats qui nous envoient des clients, derrière, on les remercie, on les fidélise, on leur envoie des mails, on les appelle, on va bouffer avec eux quand c'est possible de le faire, et derrière, on entretient ces relations. Alors maintenant, comment on fait lorsqu'on n'en a pas ou qu'on a envie de nouer des partenariats qui sont un peu plus forts avec ces avocats que de la simple recommandation du bouche à oreille où un avocat vous appelle et dit bah, je t'ai envoyé monsieur un tel qui va venir te voir pour telle problématique. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est trouver des avocats déjà, lorsque vous ne les connaissez pas, qui n'ont pas la même compétence que vous et qui interviennent un petit peu sur la même cible. C'est-à-dire que moi, avocat en droit des affaires, je ne vais pas voir un autre avocat en droit des affaires si je ne le connais pas. Je vais aller voir un avocat en droit social, en IPIT, en taxes, qui va être complémentaire à mon activité. C'est-à-dire que dès que je vais avoir un client qui va rentrer par exemple pour je sais pas, genre une augmentation de capital, s'il a des problématiques fiscales, je vais l'envoyer vers mon confrère en droit fiscal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encadrer la relation? Il existe maintenant des contrats de partenariat qui ont notamment été validés par le barreau de Nantes, qui sont assez intéressants, où finalement on a des regroupements d'avocats. C'est une avocate assez géniale qui a fait ça, qui s'appelait Garance Le Philibert, avec un de ses amis qui s'appelle Guillaume Gulvic. Et ils ont créé un partenariat que vous pouvez retrouver sur Anomia. Elle explique le cheminement qu'elle a mis en place, comment elle l'a fait, etc. C'est assez instructif et intéressant. Et derrière, on voit ce que ça ressort. En fait, on crée des espèces de relations entre des avocats qui n'ont au départ, ils ne se connaissent pas, mais sur des valeurs communes et sur des axes de développement communs ou des leviers communs, ils vont décider de se rapprocher pour finalement former une structure qui va être plus forte sans pour autant être associée en harpie ou quoi que ce soit. Donc vraiment des contrats de partenariat qui sont intéressants. Je ne sais pas où on est Garance actuellement, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone, elle a pris des fonctions ordinales, mais il était question à un moment donné de même mettre en place des outils collaboratifs pour pas créer des bases de données qu'on partageait entre avocats, mais en tout cas vraiment renforcer les liens et faire des travaux communs par rapport à ça. Vous avez également la faculté de répondre à des appels d'offres avec d'autres avocats et de pouvoir les contacter. Donc vraiment, miser un petit peu sur la recommandation avocat, allez à l'UJA si vous êtes jeune ou moins jeune d'ailleurs, rapprochez-vous potentiellement des syndicats d'avocats, allez là où sont les avocats. Et derrière, rapprochez-vous, c'est vraiment un canal d'acquisition qui est extrêmement intéressant. Donc voilà pour ce que je peux vous dire. De toute façon, je pense que vous avez quand même quelques pistes là-dessus, étant donné que vous connaissez un peu vos confrères et que vous saurez comment les aborder. Mais je trouvais que c'était un levier intéressant, en tout cas, à développer ce soir lors de ce séminaire. La cinquième chose, c'est beaucoup plus un conseil, enfin en tout cas quelque chose que je vois et qu'il faut mettre en place, c'est que vous êtes toujours, quoi qu'il arrive, happé par votre quotidien. Vous avez toujours 10 000 choses à faire parce que le téléphone va sonner, un mail va arriver, un client va se pointer à la porte et vous avez un jeu de conclusion à rendre pour la veille. Derrière, vous êtes toujours finalement sur un fil, à couteau tiré, et c'est extrêmement complexe de pouvoir s'intéresser à autre chose que le cœur de son activité. Même si pour moi, le business, c'est vraiment le cœur de l'activité, autant que la production, parce qu'une société, c'est très simple, c'est de l'acquisition d'un côté et de la production de l'autre, et basta, il n'y a rien de plus complexe que ça. Mais en tout cas, la production et les opérations vous prennent beaucoup de temps. Donc, ce qu'il faut faire, que ce soit pour le positionnement, que ce soit pour les réflexions par rapport à l'encadrement de la relation avocat-client, que ce soit pour la maximisation de la valeur de ses clients, ou que ce soit pour s'intéresser à la recommandation confrère,
et également à tout ce qui est acquisition, communication, etc., il est nécessaire que vous puissiez vous créer de la routine au sein de votre semaine. Sans ça, vous ne pourrez pas le faire. Moi, par exemple, le vendredi de 17 à 18, j'ai 1 heure compta. C'est la pire heure de ma vie. Je déteste faire ça, mais elle est écrite sur mon emploi du temps et du coup, je la fais. Si je ne le faisais pas, je serais obligé d'envoyer des factures à tout moment, ça serait en flux tendu, etc. Et je perdrais énormément de temps avec ça. Alors que là, en la ramassant sur 1 heure dans ma semaine, c'est beaucoup plus simple de le faire. Je dis ça aussi parce que les opérations que vous allez faire, notamment, alors par exemple, on va reprendre la maximisation de la valeur client avec ce petit questionnaire-là. Bah, ce petit questionnaire-là, il va falloir le créer. Ça va prendre un peu de temps parce que derrière, vous allez vous poser des questions qui vont être pertinentes. Moi, je vous ai donné le schéma global que vous allez pouvoir appliquer, mais derrière, il va falloir se poser des questions. Est-ce que je fais un questionnaire ou est-ce que j'en fais deux? Par exemple, est-ce que j'ai 2 cibles de clients? Est-ce qu'un questionnaire A va correspondre au client A et au client B? Ou est-ce qu'il faut que je fasse un questionnaire par personne? OK. Ensuite, est-ce que je ne peux pas essayer de faire un modèle de mail pour finalement, à la fin de chaque opération, envoyer ce modèle de mail à chaque client? D'accord. Est-ce que le mail de rappel que je vais envoyer 10 jours après, déjà, est-ce que je peux le faire? 2, est-ce que je veux l'envoyer à la main? 3, est-ce que je n'ai pas la possibilité finalement d'avoir un deuxième modèle de mail qui est renvoyé alors soit automatiquement, soit à la main? Vous pouvez le faire à la main en fonction du nombre de clients que vous avez. Hein. Nous, on le fait à la main, par exemple. Euh, vous le renvoyez 10 jours après pour pouvoir le relancer. Tout ça, c'est vraiment processé et tant que vous ne donnerez pas de la rigueur ou de l'organisation par rapport à ça, ça sera très très complexe de pouvoir bousculer votre activité. Vous donnerez beaucoup d'énergie avec très peu de résultats et ça, c'est pas ce qu'on va chercher. Vous avez peu de temps, il faut l'utiliser au mieux et allouer vos ressources par rapport à soit ce qui va vous rapporter de l'argent, soit ce qui peut vous rapporter des clients, soit ce qui va vous permettre de produire et de facturer a posteriori. Donc vraiment, ça j'insiste. Si on prend l'exemple, par exemple, je sais pas, il y a beaucoup de webinaires en ce moment qui sont faits. La preuve, on est également dessus. Je préfère beaucoup la formation physique ou la discussion. J'ai l'impression d'être complètement schizophrène à me regarder dans un écran et à parler tout seul. Mais il y a beaucoup de webinaires qui se font. Ben, un webinar, si on doit le décanter en différentes étapes, il est nécessaire que vous puissiez l'inscrire dans votre emploi du temps. C'est-à-dire que le jour 1, on va déterminer le sujet avec les enjeux qui vont répondre à l'objectif d'une population que je vais déterminer qui peut répondre à cette problématique. Le jour 2, je vais faire la création technique de ce webinar. C'est-à-dire que je vais aller, nous on utilise Zoom, je vais aller sur Zoom, je vais créer mon webinar, je vais rentrer l'intégralité des informations et je vais créer des liens différents pour pouvoir sourcer d'où proviennent mes clients. Le jour 3, je vais communiquer sur la réalisation de ce webinar pour que des gens puissent s'inscrire pendant 15 jours au webinar qui aura lieu dans 2 semaines. 7 jours avant le webinar, je peux refaire de la communication, mais surtout, je vais travailler sur le contenu de mon webinar. C'est qu'est-ce que je vais dire à l'intérieur de ce webinar, comment je vais l'organiser, qu'est-ce que je vais faire après des gens qui se sont inscrits, tout ça, en fait, il faut que vous réussissiez à non pas le faire en un jour, parce que vous n'aurez pas le temps de le faire en un jour, parce que ça doit être organisé dans le temps, mais vraiment à découper les différentes étapes. Vous pouvez très bien le découper en beaucoup plus d'étapes que ça ou beaucoup moins d'étapes que ça. C'est peu important finalement. Il faut juste que vous trouviez votre routine et que vous disiez, bah voilà, tous les matins de 8 à 9 ou tous les soirs de 19 à 20, je vais travailler sur le développement de mon cabinet d'avocat par rapport à un point que j'aurais déterminé. Et faites-vous vraiment ce qu'on appelle en langage consulting une roadmap. On essaie de parler en français avec mon associé en ce moment. Une feuille de route où par opération ou par action marketing, vous allez dire, ben voilà, pour réaliser mon objectif, c'est d'acquérir des clients, j'en prends mon exemple architecte, je vais mettre une opération en place qui va être une opération test, qui va être la création d'un webinar. Pour pouvoir réaliser cette opération test, j'ai besoin de 2 semaines. À raison du travail sur cette opération, 1 heure tous les 3 jours. Et ben d'ailleurs, vous l'inscriviez à l'intérieur de votre emploi du temps. Et franchement, faites-le. Moi, je ne le faisais pas du tout. Mon associé est arrivé chez Anomia. Il m'a vraiment recommandé, voire forcé, entre guillemets, à le faire. Et depuis que je fais ça, je suis beaucoup plus structuré et derrière, je suis mes opérations. N'oubliez jamais aussi que ce n'est pas parce que vous faites une opération que derrière cette opération-là est finie. Tout doit s'inscrire comme avec vos clients dans la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait un webinaire ensemble, soyez assurés que dans la semaine, vous aurez de mes nouvelles. Ou soyez assurés que dans le mois, si vous le voulez, bien sûr, je ne vous forcerai jamais à ça, mais on discutera ensemble au téléphone si on ne l'a pas déjà fait.
soyez assurés que je vais vous recontacter pour vous demander ce que vous avez pensé de ce webinaire. Et si vous avez besoin d'avoir d'autres conseils, que ce soit sur l'acquisition client, sur tout ce qui va concerner la marque, le branding, que ce soit votre marque personnelle ou la marque de votre cabinet d'avocat, si vous avez besoin de connaître les nouveaux outils qui vont vous permettre de gagner du temps. Alors faites attention, les outils, c'est vraiment qu'un moyen d'atteindre un objectif, ce n'est pas un objectif en soi. Mais voilà, c'est vraiment des relations qu'il faut réussir à nouer. Il y a très peu de ventes qui se font sur le one-shot. C'est-à-dire que si on discute une fois ensemble, il y a très peu de chances que j'essaye de vous vendre quelque chose ou que je vous vende quelque chose parce qu'il faut de la récurrence. Il faut que vous m'ayez vu, par exemple, déjà sur LinkedIn, il faut que vous ayez assisté à un webinaire, que vous soyez inscrit à notre newsletter, que vous lisez un article que j'ai écrit avec Maître Pépinot, qui au demeurant est mon grand-père, qui est maçon d'ailleurs et pas avocat, j'ai juste emprunté son nom. Mais voilà, il faut créer du lien avec vos clients, avec vos prospects, pardon, et encore plus avec vos clients. Donc ça, c'est super important. Et pour le faire de façon intelligente et que vous ne soyez pas perdu et que vous puissiez traiter aussi le quotidien de votre cabinet d'avocat, il est nécessaire que vous soyez organisé et que vous puissiez prédire chaque action et programmer chaque action. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Donc, vous pouvez bien sûr suivre nos contenus sur www.anomia.fr. Là, j'ai fait ma petite page de pub. On a d'autres webinaires qui ont déjà été enregistrés, notamment sur la vente, des webinaires avec d'autres personnes, notamment François Mazon, qui a un webinaire qui pourrait vous intéresser. C'est comment développer un cabinet d'avocat en 6 étapes. C'est super intéressant parce que lui, il est devenu avocat dans la deuxième partie de sa carrière. Avant, il était directeur général de Capgemini et de la société Soprasteria. Et il raconte ce qu'il a fait pour lui, pour justement modéliser et créer son cabinet d'avocat. C'est extrêmement intéressant parce que finalement, il applique des process d'une entreprise du CAC 40 à un cabinet d'avocat. Alors bien sûr, en l'appliquant à la profession, en, pardon, en voyant que lui aussi maintenant est avocat individuel et du coup il a plus 10 000 personnes qui travaillent pour lui et qui peuvent répondre à des besoins ou en tout cas mettre des forces vives derrière la table. Donc vraiment, allez le voir. Ce que je peux vous conseiller sinon, c'est on a écrit un petit article sur la création d'une offre. Si ça vous intéresse, c'est assez intéressant sur la méthode et l'itération que vous pouvez faire avec ça. Parce qu'une offre, tant qu'elle n'est pas testée, bah, finalement, elle n'existe pas. Et donc, on a mis quelques petites méthodes. C'est une des méthodes, ce n'est pas la méthode avec un grand L, mais vous pouvez aller voir tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous en avez, du coup, c'est le moment où je vais me rapprocher de l'écran et que vous allez voir nos sourcils pour regarder s'il y en a. Mais en tout cas, vous pouvez poser toutes vos questions. Ceux qui vont s'en aller, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et comme je vous l'ai dit, soyez assurés que vous aurez de mes nouvelles. Et je vous dis à très vite pour ceux qui veulent partir. Du coup, je vais prendre les questions si vous en avez. Ah oui, alors je peux récapituler, il n'y a aucun problème. Alors, donc on a traité 5 points aujourd'hui qui étaient donc c'était les 5 leviers de développement pour un cabinet d'avocat individuel. On a traité le positionnement. Positionnement, c'est quoi? C'est s'adresser à une personne déterminée, que ce soit une personne physique ou morale dans un secteur d'activité défini pour réussir à délivrer un message qui est clair et pertinent pour la personne qui doit recevoir ce message. J'ai pris l'exemple de ma compagne qui tente d'approcher les architectes, en tout cas comme projet entre guillemets. Et donc, du coup, c'est extrêmement important que la personne en face de vous, la personne que vous ciblez, vous reconnaisse comme étant entre guillemets le spécialiste ou le ou la référente par rapport à ce domaine d'activité, qu'il ait l'impression que vous lui parlez uniquement à lui. Par exemple, nous, chez Anomia, on ne parle qu'aux avocats. C'est un parti pris. Il y a des notaires qui nous ont contactés, des commissaires-priseurs, des mandataires judiciaires. On n'a pas eu d'huissier. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas eu d'huissier. On ne travaille pas pour eux. On travaille que pour les avocats. C'est un positionnement marché, c'est celui qu'on veut, c'est ce qu'on aime. La deuxième chose qu'on a vue, c'était encadrer la relation client. On est avocat individuel, même collaborateur d'ailleurs, on a très peu de temps, notre bande passante est bouffée par la production ou par l'acquisition. Il est nécessaire qu'on puisse encadrer cette relation pour que la valeur ajoutée qu'on puisse apporter soit toujours la meilleure, qu'on puisse passer un minimum de temps pour un maximum de valeur ajoutée pour ses clients et que derrière, si les clients abusent, et ben, entre guillemets, ils soient sanctionnés financièrement et qu'ils nous donnent de l'argent. La troisième chose qu'on a vue, c'est maximiser la valeur de ses clients grâce à, enfin, en tout cas, par quatre possibilités que sont la fidélisation, la vente additionnelle qu'on appelle aussi cross-selling. Si vous allez lire de la littérature, vous verrez sous ce nom-là. La vente additionnelle, non, pardon, la vente croisée cross-selling, la vente additionnelle upsell et la promotion, c'est un client qui vous recommande.
On a vu une quatrième chose qui était la recommandation avocat. Ça, je ne reviens pas dessus parce que j'ai fait un peu le tour, je pense. Et la dernière chose qui était beaucoup plus un conseil perso qu'une étape, un levier de développement, mais qui est vraiment super importante, c'est vraiment s'organiser et noter étape par étape ce que vous allez devoir faire pour développer votre cabinet au quotidien. Ça, c'est vraiment super important. Déborah, j'espère que du coup, j'ai bien résumé et que ça vous convient. Je vais prendre un grand merci. Merci beaucoup, Louis. Euh, le questionnaire, ok, pardon. Alors, le questionnaire, c'est 4 étapes. Donc, première étape, c'est qu'est-ce que les clients ont pensé de moi, avec différentes questions que vous allez poser. Nous, on recommande maximum 3 questions. La deuxième étape, c'est OK, on vous a suivi pour une opération. Est-ce que vous auriez d'autres besoins? Réponse possible oui, non ou je ne sais pas. S'ils disent oui et je ne sais pas, il faut recontacter au téléphone immédiatement ou 2 jours après, peu importe. Derrière, il faut demander si c'est oui ou si c'est je ne sais pas. Il faut laisser la possibilité au client de répondre en disant bah voilà, j'ai une autre problématique dans tel domaine d'activité ou pour telle opération. Troisième étape du questionnaire, c'est OK, vous avez aimé mes services, vous avez suivi nos services. Est-ce que vous pourriez mettre un avis public sur la prestation que je viens de réaliser? Donc là, les gens ont tendance à mettre quelque chose de positif. Si c'est négatif, quoi qu'il arrive, étant donné que c'est sur le Google Form, ça reste à vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le publier. C'est pas sur Google My Business où vous avez le petit encart là où tous les rageux vont mettre des commentaires abjects. C'est vraiment quelque chose qui est pour vous. Et si vous voulez que ça apparaisse sur votre Google My Business, vous envoyez le lien de votre Google My Business au client qui a mis un avis positif. Il aura juste à faire un copier-coller pour que tout le monde puisse le voir. Et la quatrième étape, c'est la recommandation. C'est OK, vous avez apprécié l'expérience dans notre cabinet d'avocat, vous avez des besoins ou vous n'en avez pas, peu importe, vous avez mis un avis public sur notre société, sur notre cabinet, pardon. Maintenant, auriez-vous 3 personnes à me recommander? Et en fait, si vous voulez, votre client est dans un schéma intellectuel où elle commence par « Oh, l'avocat pense à moi, il me demande mon avis. » Vous lui donnez. « Oh, il pense encore plus à moi et se soucie de moi parce que derrière, il me demande quels sont mes besoins autres que ceux qu'il a déjà traités. » La troisième étape, c'est je lui donne mon avis. Bon, allez, je suis sympa, je vais mettre un truc cool parce il a été chouette avec moi, etc. Et la quatrième étape, on arrive dans le fond de l'entonnoir, c'est recommandez-moi 3 personnes. Et psychologiquement, si vous avez mis une note de 5 sur 5 à un cabinet d'avocat, que vous lui avez mis un super avis, et ben, intellectuellement, vous allez dire mais je ne peux pas lui recommander personne parce que j'ai dit qu'il était super. Et donc, du coup, vous allez lui recommander 3 personnes. Et je vous promets que ça marche. Vraiment, essayez, c'est assez hallucinant. Ça ne va pas marcher à 100%, vous aurez toujours des gens qui ne vous en donneront pas, mais peu importe, vous en aurez, c'est sûr et certain. Et derrière, trouvez des façons intelligentes de recontacter ces gens qu'on vous a recommandés. Mettez le client qui vous a répondu en copie, faites demander au client qui vous a répondu de vous introduire auprès de cette personne, rappelez votre client en disant bah, tu m'as recommandé Valentin Petit Bernard, mais ok, qu'est-ce qu'il fait Valentin Tonti Bernard? C'est qui? Pourquoi tu me l'as recommandé, etc. Ah bah Valentin Tonti Bernard, c'est un mec, il est entrepreneur, il travaille avec son pote là, Jérôme Uturi, ils sont sur les avocats, mais je sais pas, en ce moment ils ont des problèmes, ils veulent recruter, ils ont un petit peu de mal par rapport à leur gestion de paie véridique et sur leur DUE, et puis ils ont personne pour leur faire des contrats de travail, ils n'ont pas trop confiance à leur expert comptable, du coup je pense que tu pourrais les aider. Bah, finalement, mine de rien, entre cette recommandation-là, je sais ce que veut Valentin Conti-Bernard maintenant, je sais comment je vais pouvoir le contacter par l'intermédiaire de mon client, et derrière, je vais pouvoir réussir à lui vendre un maximum de choses. Donc, c'est vraiment ça qu'on va rechercher immédiatement. J'espère que, Déborah, j'ai répondu à votre question. Clémence, merci beaucoup. Je suis désolé, je suis obligé de tout lire comme ça. Démarche loin d'être automatique pour nous. Ouais, je sais, c'est loin d'être automatique. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour justement rendre automatique ce qui n'a pas été. C'est pas votre faute. C'est que la faculté de droit à l'école d'avocat ou dans les cabinets, si vous avez travaillé au début en collaboration, bah, finalement, on ne vous a pas donné toutes ces méthodes. Mais ces méthodes, quoi qu'il arrive aujourd'hui, dans le monde dans lequel vous vivez, dans le contexte du marché des avocats, de la digitalisation, de l'arrivée de nouvelles technologies, de nouveaux acteurs qui peuvent grappiller un petit peu votre business, il est nécessaire que vous les mettez en place parce que c'est des méthodes qui sont pas complexes en fait. C'est qu'une fois que vous les avez comprises, que vous les avez assimilées, derrière, vous pouvez transformer votre activité extrêmement rapidement.
Et n'oubliez pas, on ne fait pas en 3 secondes, on ne parle pas d'une cabane en bois au fond de la forêt, au château de Versailles. C'est que la petite cabane en bois, elle va se transformer en mobile-home, elle va ensuite se transformer en petit pavillon de banlieue, elle va aller après se transformer en grosse maison à la campagne, après en villa, et après on aura le château de Versailles. C'est petit à petit, on se construit, on avance, et si avec ce simple webinaire, vous faites un questionnaire et que vous chopez ne serait-ce qu'un client à 2000 balles, eh ben, ce sera déjà pour moi une victoire pour vous. En tout cas, merci à tous et j'espère que ça vous a plu. Je vais quitter le webinaire. Si vous avez des questions à nous poser, vous n'hésitez surtout pas. Je vais vous mettre l'adresse mail d'Anomia, l'adresse mail contact, sur laquelle vous pouvez nous poser des questions. On se fera un grand plaisir de vous répondre. Si vous avez des autres idées de webinaire, une fois de plus, n'hésitez absolument pas. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée.